Bonjour. Alors, je vais faire une petite vidéo sur les événements récents au Proche-Orient, à la fois sur l'Iran, à propos de l'Iran et ce qui s'est passé à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Alors, on a à Gaza une nouvelle fois un massacre, de l'indignation, des tas de gens sont furieux, protestent, s'indignent de toutes sortes de façons. Et rien ne change. Et tout le monde sait très bien que rien ne va changer. Vous pouvez faire des manifestations tant que vous voulez, rien ne va changer. Alors, la question c'est pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles les gouvernements européens et principalement américains sont à ce point, soutiennent à ce point Israël. Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, c'est que peut-on faire pour essayer de faire évoluer la situation qui, bien sûr, ne changera pas du jour au lendemain. Alors, dans les raisons du soutien particulièrement américain à Israël, parce que c'est eux principalement, les Européens sont un peu plus suivistes, mais ils soutiennent aussi Israël, mais un peu moins que les Américains, il y a toujours deux théories. Il y en a une, c'est que Israël est en fait le gendarme de l'impérialisme américain au Moyen-Orient, qui sert les intérêts américains. C'est pour ça que les Américains les soutiennent, comme par exemple l'Arabie Saoudite, Taïwan dans le temps, des régimes en Amérique latine, le Shah d'Iran, Mobutu au Congo, etc. L'Afrique du Sud, dans le temps que ce sont des pays qui sont d'une certaine façon soutenus par les États-Unis parce qu'ils aident les États-Unis, je ne sais pas, dans la lutte contre le communisme, dans la lutte contre le terrorisme, etc. etc. Alors, ça c'est une théorie. Et l'autre théorie, c'est qu'en fait, non, ce n'est pas le chien qui remue la queue, ça c'est la première théorie, mais c'est la queue qui remue le chien, c'est-à-dire c'est Israël qui, à travers les réseaux pro-israéliens aux États-Unis, influence la politique américaine de façon à ce qu'elle soit favorable à Israël et aux intérêts israéliens et à déstabiliser les régimes anti-israéliens qu'il y a dans la région, etc. Alors, euh, quand on me défend la première théorie, la question que je pose toujours, c'est quand est-ce qu'Israël a réellement aidé les États-Unis dans la région? Pas prétendu les aider, mais a réellement aidé les États-Unis dans la région. Dans les deux guerres du Golfe, par exemple, Israël n'est pas intervenu. Et dans la première, les États-Unis leur ont demandé de ne pas intervenir en 91, parce que s'ils étaient intervenus, toute la coalition arabe que les États-Unis avaient rassemblée contre l'Irak se serait effondrée, tellement les Israéliens sont détestés. Quand les Israéliens ont fait la guerre au Liban en 2006, en principe contre le Hezbollah, le gouvernement libanais était favorable aux États-Unis, mais bien sûr, il n'aimait pas voir son pays bombardé, même si il était en désaccord avec le Hezbollah. Dans les guerres, bon, en 56, là, les États-Unis étaient contre l'intervention à Suez. En 67, ils n'avaient de nouveau aucun intérêt à soutenir Israël dans la guerre contre l'Égypte parce que ces pays n'étaient pas hostiles aux États-Unis. La logique a bien été mise en évidence par Gore Vidal, qui est un écrivain américain totalement cynique sur ces questions, et qui disait qu'il admirait le lobby pro-israélien, qui arrivait à convaincre les Américains qu'Israël les aidait dans la lutte contre le communisme, alors que le communisme n'avait jamais eu beaucoup d'importance dans le monde arabe, d'une part, et que si les pays comme l'Égypte, la Syrie, l'Irak, etc., se sont tournés vers l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, c'est parce que l'Union soviétique voulait les aider, et les Américains ne voulaient pas les aider, ils ne voulaient pas les aider à cause du conflit israélo-palestinien, et que, à cause du fait que ces pays étaient pro-palestiniens. Et ça a été comme ça, c'est encore comme ça dans la lutte contre l'islamisme, etc., etc. Alors, l'Iran deal, à mon avis, c'est la rupture de l'accord avec l'Iran. Et d'ailleurs, déjà, les menaces contre l'Iran, toute l'agitation contre l'Iran, etc., à mon avis, révèlent de façon très claire que c'est la politique israélienne qui influence les États-Unis et pas l'inverse. Parce que l'Iran ne menace pas les États-Unis, l'Iran n'a pas de réel conflit avec les États-Unis, comme les pays arabes, de nouveau, des conflits viennent du conflit avec Israël. Et donc, les États-Unis n'ont absolument aucun intérêt. L'Iran, il n'y a aucune preuve qu'ils veulent des armes atomiques, et s'ils en avaient, ben, ce serait une arme de défense, de dissuasion par rapport à Israël. Le Pakistan, des armes atomiques, ça ne m'empêche pas de dormir, et probablement vous non plus. Et ça ne... ici, je ne vois pas pourquoi l'Iran
iraient se faire annihiler s'ils utilisaient l'arme atomique en premier, leur pays serait atomisé le lendemain ou dans quelques heures, et donc ils ne vont jamais le faire en premier. Ce serait une arme de dissuasion, à supposer qu'ils aient cette arme, ce qu'ils n'ont pas. Et donc on est dans une situation totalement absurde et contre-productive du point de vue des intérêts américains et du point de vue des intérêts européens. Les capitalistes européens qui, lors de la levée des sanctions, se sont précipités à Téhéran pour signer des contrats juteux, ne sont pas contents, et ils ne sont vraiment pas contents, et on ne voit pas très bien quel est l'intérêt des États-Unis à s'aliéner les Européens. Quel est leur intérêt à donner le marché iranien aux Russes, aux Chinois, aux Indiens, qui eux ne vont pas se soumettre au diktat américain? Quel est l'intérêt à s'aliéner une bonne partie des Européens? Et quel est l'intérêt de sanctionner leurs propres compagnies qui voudraient aussi investir et profiter du marché iranien? Donc cette politique n'a strictement aucun sens d'un point de vue américain, ni d'un point de vue géostratégique, ni d'un point de vue économique. Et donc, mais seulement elle est imposée, elle est poussée par Netanyahou et ses supporters aux États-Unis, les néoconservateurs, mais aussi l'ensemble du lobby. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne essentiellement en achetant les élections, c'est-à-dire qu'un candidat qui s'opposerait à une politique soutenue par le lobby pro-israélien, il verrait son adversaire recevoir des quantités d'argent. C'est arrivé avec Cynthia McKinney, qui est une afro-américaine élue de la Géorgie, qui s'est opposée à la guerre en Afghanistan. Lors de la réélection, son adversaire a reçu plein d'argent et il a réussi à l'emporter. Et les gens, évidemment, qui se plaindraient de cette situation, qui dénonceraient leur adversaire comme soutenu par un lobby au service d'une puissance étrangère, serait immédiatement taxé de complotisme, d'antisémitisme dans les médias, etc. Et donc personne n'ose le faire. Alors ce qui est très irritant quand on discute de ces questions, c'est que les gens qui maintiennent la première théorie d'Israël, le pion des États-Unis au Moyen-Orient, ne veulent jamais lire les livres très documentés, pas des théories du complot, je ne sais pas quoi, des livres très documentés sur la question, comme par exemple le livre de Mershamer et Walt sur la politique, sur le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, un livre déjà ancien d'un congressiste républicain, donc conservateur, si vous voulez, Paul Finlay, mais qui estimait qu'il fallait, dans l'intérêt même des États-Unis, discuter avec Arafat et avec l'OLP à l'époque avant Oslo, c'est-à-dire à l'époque où c'était impossible, parce qu'à l'époque, l'OLP était considéré comme le Hamas aujourd'hui, on ne pouvait pas discuter avec eux. Ça, c'était avant Oslo. Et donc, il voulait discuter avec eux. Il était complètement marginalisé dans son parti. Et il a écrit un livre qui s'appelle Ils osent parler, They Dare to Speak Out, qui n'est pas traduit en français à ma connaissance, et qui reprend les histoires concrètes de toutes sortes de personnalités, de gauche comme de droite, qu'on a réduit au silence parce qu'ils voulaient discuter avec les Palestiniens. Alors, il y a aussi le livre d'Alison Weir, qui est sur la création d'Israël, la déclaration Balfour, etc., qui s'appelle Contre notre meilleur jugement, Against Our Better Judgment, qui est le livre, qui est un des meilleurs livres que je connais sur le sujet, non traduit en français aussi, mais qui montre, document à l'appui, avec des sources uniquement venant de milieux sionistes, etc., montrant qu'en fait, les milieux américains éclairés, les gens qui défendaient en fait les intérêts de l'impérialisme américain, si on va appeler ça comme ça, étaient contre la création d'Israël, voyaient que ça ne poserait que des problèmes pour les Américains, ce qui s'est passé, et donc ils étaient contre, mais ils ont été marginalisés les uns après les autres. Et ça remonte à la déclaration Balfour, et on peut étudier toute l'histoire de l'impérialisme anglais qui lui aussi avait comment dirais-je, se trouver face à son propre réseau d'influence pro-israélien en Grande-Bretagne. Et donc, finalement, quand on examine l'affaire, on se rend compte que les Occidentaux manquent peut-être de courage et de détermination, mais ce n'est pas eux qui ont spécialement envie d'avoir cette politique leur fait du tort, leur aliène des millions, des centaines de millions de gens, plus d'1 milliard de gens peut-être dans le monde musulman, et ce n'est absolument pas intéressant ni à court terme ni à long terme. Alors évidemment, quand on se rend compte de cela, à mon avis, ça change la perspective de ce qu'il faut faire si on veut faire évoluer la situation. Parce qu'il y a une phrase que les pro-palestiniens répètent sans arrêt, et les progressistes répètent sans arrêt, c'est qu'il faut lutter contre l'antisémitisme en même temps qu'on lutte pour les droits des Palestiniens. Le problème que j'ai avec cette phrase, c'est qu'ils ne disent pas ce qu'est l'antisémitisme, ni ce que veut dire lutter. Alors moi, je veux bien lutter contre toutes sortes de choses, mais je voudrais qu'on me définisse le terme.
Alors quand je demande une définition, on me dit que tout le monde le sait, que déjà poser la question, c'est antisémite et patati patata. Bon, je vais quand même essayer de donner 3 définitions différentes du terme antisémitisme, et puis discuter de ce que ça veut dire lutter contre l'antisémitisme. D'abord, le sens réellement historique d'avant et de pendant la guerre, c'est simplement des persécutions anti-juives, des discriminations, le port de l'étoile jaune, l'interdiction d'accès à certaines professions, les massacres, etc. Alors évidemment, cet antisémitisme dans ce sens-là est totalement condamnable. La seule chose, c'est que je ne sais pas très bien qui prône cet antisémitisme aujourd'hui. Moi, j'en connais personne. Si vous connaissez quelqu'un, dites-le moi, j'en connais personne. Qui prône cela, qui est accusé de prôner cela, ça c'est autre chose. Mais qui le prône réellement, je n'en connais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont accusés, oui, c'est ce que vous avez derrière la tête, c'est ce que vous souhaitez, vous voulez tuer les juifs, etc. Non, mais où sont les preuves que les gens veulent ça? L'autre sens d'antisémitisme, c'est des gens qui ont des préjugés, qui n'aiment pas les juifs, qui ont des préjugés sur les juifs, qui colportent des histoires, vraies ou fausses, enfin bon, sur la communauté juive. Alors, ça évidemment, c'est sûrement regrettable, mais d'un autre côté, ça ne porte pas nécessairement à conséquence. Ce n'est pas parce que les gens ont des opinions hostiles qu'ils pensent qu'ils vont faire quelque chose, qu'ils peuvent faire quelque chose, ou qu'ils ont envie de faire du tort. Si je prends mon propre pays, par exemple, la Belgique, ben, je ne pense pas que les francophones aiment beaucoup les néerlandophones et vice-versa. Mais on coexiste. Le problème n'est pas que les gens s'aiment, mais qu'ils coexistent. Les Français ont des préjugés sur les Allemands ont des préjugés sur les Français, ils en ont sur les Grecs et vice-versa, sur les Polonais sur les Russes, etc. Donc si vous regardez, si vous promenez un peu partout dans le monde, vous verrez que si vous comparez les Catalans et les Espagnols, vous verrez que dans tous les cas où il y a des communautés différentes, il y a des gens d'une communauté ont tendance à avoir des vues positives de leur communauté et négatives des autres communautés. Si vous prenez les religions, si vous demandez aux musulmans ce qu'ils pensent des chrétiens et les chrétiens ce qu'ils pensent des musulmans, dans l'immense majorité des cas, vous aurez des réactions négatives sur l'autre et positives sur leur religion et négatives sur la religion de l'autre. Le problème, de nouveau, c'est la coexistence pacifique entre les gens, entre les États et à l'intérieur des États, entre les communautés. Mais ce n'est pas la même chose que l'amour ou le fait de ne pas exprimer d'opinion critique. Alors, ça c'est à mon avis un point important, c'est que aussi regrettable que puissent être les préjugés, je ne vois pas comment y mettre fin comme ça, c'est trop incroyable dans la nature humaine. Alors le troisième sens, et ça c'est le sens le plus important et qui est constamment diabolisé, c'est des gens qui ont une opposition politique, pas ethnique, mais politique, à des organisations qui se disent juives, comme les étudiants juifs de France, le CRIF, etc. C'est pas parce que les organisations ont le mot juif dans leur titre, ou se réclament de la communauté juive, représentent la communauté juive, etc., que d'être opposé politiquement à ces organisations est raciste ou antisémite ou condamnable. De nouveau, si je prends l'exemple de la Belgique, beaucoup de francophones sont opposés politiquement aux organisations, aux partis politiques flamands et vice-versa, mais évidemment, personne ne les accuse de racisme, parce que c'est une opposition politique. Alors qu'est-ce que j'entends par politique? La question de la politique étrangère, la question de la liberté d'expression, ce sont des questions politiques, d'accord? Si 90% ou 99% des gens d'une communauté particulière, par exemple, sont contre la liberté d'expression, mettons pour Dieudonné ou Forisson, qui que ce soit, être pour la liberté d'expression de ces gens-là n'est pas en soi raciste, d'accord? Même si c'était 100%. Parce que le problème, évidemment, est un problème politique, savoir quelles sont les limites de la liberté d'expression. Si vous estimez que les Palestiniens ont le droit au retour en Israël, qui est quelque chose qui n'est soutenu par pratiquement personne, aucune organisation de la communauté représentant, soi-disant, la communauté juive, c'est une opinion politique. C'est très important de comprendre ça, parce que des tas de gens sont amalgamés à l'antisémitisme, probablement au premier sens, et à tout le moins au deuxième sens, alors que c'est le troisième sens, ce sens-là, je ne vois pas pourquoi il est critiquable, sinon il n'y a plus d'opposition politique possible. Entre 1871 et 1914, je pense que la plupart des Français pensaient que l'Alsace-Lorraine devait faire partie de la France, la plupart des Allemands pensaient qu'elle devait faire partie de l'Allemagne, mais ce désaccord lié à des considérations, si vous voulez, nationales et ethniques, était un désaccord politique. Et ce n'était pas en soi raciste, même si c'était lié à des sentiments évidemment hostiles de part et d'autre à l'égard
de l'autre nationalité. Très important de comprendre ça, parce que si je prends quelqu'un comme Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, le leader du Parti travailliste qui est sans arrêt victime d'attaques pour antisémitisme, je suis convaincu qu'il n'y a pas le moindre antisémitisme, même au sens, sûrement pas au premier sens, mais même pas au deuxième sens. Seulement, il y a des accords politiques avec les organisations pro-israéliennes en Angleterre à propos de la Palestine. Ken Loach, c'est la même chose. Et donc, ce qu'ils font, évidemment, c'est alors, ils font ça avec moi aussi, ils vont chercher des bouts de phrases ici ou là, ils vous citent hors contexte, et puis ils vous demandent de vous excuser, puis ils voient quelqu'un que vous avez fréquenté cette personne qui a dit quelque chose, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on monte en épingle des campagnes contre des gens qui, en fait, n'ont rien fait de répréhensible. Alors, l'autre méthode, évidemment, ce sont les procès. Il n'y a pas seulement les campagnes de haine, il y a aussi les procès. Par exemple, le dessinateur Ciné a été traîné au tribunal, il travaillait à Charlie Hebdo, il a été chassé de Charlie Hebdo, il a été traîné au tribunal pour avoir fait une remarque sarcastique ou ironique sur le mariage du fils de Sarkozy, Jean Sarkozy, avec l'héritière de Darty, qui était de religion juive, et il a dit, ou on a dit qu'il allait se convertir à la religion juive pour l'épouser. Alors, ça a fait rigoler Ciné, hop, procès. L'animateur de radio Daniel Mermet, de là-bas si j'y suis, a fait passer sur sa radio des messages enregistrés sur son répondeur qui étaient considérés comme trop critiques d'Israël, hop, procès. Mais qui décide ce qui est trop critique d'un État? Est-ce que vous allez être traîné au tribunal parce que vous êtes trop critique de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de la Syrie, du Venezuela, de Cuba? Je ne crois pas. Et donc, de nouveau, c'est les deux poids, deux mesures. Il y a d'autres personnes qui ont, plein d'autres personnes, aussi des gens de droite évidemment, mais quand c'est les gens de droite, la gauche a tendance à applaudir sans se rendre compte que le problème c'est évidemment l'arbitraire de ce genre de poursuite. Edgar Morin, Daniel Sadnave et Sami Nahir ont aussi été traînés au tribunal pour un article dans Le Monde où ils citaient le général de Gaulle sur Israël, et puis ils ont fait encore d'autres remarques, hop, tribunal. Mais évidemment, s'il a fait ces remarques-là sur les Blancs, sur les chrétiens, sur les Allemands, sur les Français, il ne se serait rien passé. Et donc, on se trouve sans arrêt devant cette question de deux poids, deux mesures, à la fois dans les campagnes d'indignation, on dit il a dit ça, etc., il doit s'excuser, il doit s'expliquer, etc., où on ne tient jamais compte du fait qu'il y a effectivement, que c'est totalement différent quand on s'attaque à la communauté juive ou quand on s'attaque à la communauté musulmane, catholique, etc., ou à la religion, et c'est ce climat de terrorisme intellectuel qui, évidemment, inhibe tous les hommes politiques, parce que la plupart des hommes politiques n'ont pas la stature, mettons, d'un De Gaulle, et ils n'ont pas le courage non plus d'un De Gaulle, donc ils ne vont pas affronter l'opinion publique, enfin, ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est-à-dire les médias, et les journalistes aussi vont se coucher dans les médias, y compris ceux qui ne sont pas sionistes, les intellectuels vont se coucher, j'en donne des exemples bientôt, et tout le monde accepte finalement de se taire, de ne pas défendre la liberté d'expression. Dieudonné, par exemple, il a été condamné à 2 mois de prison ferme, bon, il n'ira pas en prison, mais il est condamné à 2 mois de prison ferme en Belgique pour un sketch. Alors c'est un sketch qu'on peut discuter, mais on peut discuter de beaucoup de sketchs. Il y a beaucoup de sketchs qui sont choquants pour certaines communautés, pour certaines personnes, y compris chez Dieudonné, parce que les sketchs que Dieudonné fait sur les Africains, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc, vous pourriez le poursuivre pour toutes sortes de raisons, mais évidemment, c'est toujours le même genre de problème qu'il a à cause de ses critiques, en fait, ses sarcasmes à l'égard de la communauté juive organisée, l'exploitation de l'Holocauste, etc. Et donc, il est condamné, personne ne proteste, aucun pro-palestinien, aucun droit de l'homme, personne ne dit rien. Donc tout le monde se couche. Alors évidemment, si tout le monde se tait devant des abus à ce point des lois antiracistes, quand on abuse à ce point, ben les hommes politiques ont compris où se trouvait le pouvoir et ils se couchent, eux aussi. Et tant que vous n'affrontez pas ce problème, tant que les gens sont pro-palestiniens, progressistes, etc., en fait applaudissent à la censure la plupart des cas, la plupart du temps, et refusent même d'en discuter de la liberté d'expression pour leurs propres concitoyens. Ils ne vont pas libérer la Palestine, évidemment. La Palestine, c'est à des milliers de kilomètres d'ici, il n'y a personne qui peut rien y faire, etc. Et vous acceptez que les gens qui, en fait, sont pour le contrôle, qui soutiennent, en fait, Israël, puissent aussi contrôler la pensée ici. Savoir quel livre on peut lire, quel spectacle on peut jouer, etc.
alors ça va très très loin. Et donc je pense que la première chose à faire, si on veut essayer de contrer cette pression constante, c'est évidemment d'accepter la liberté d'expression pour nos propres concitoyens. C'est la première chose qu'on pourrait faire. Et c'est la moindre des choses qu'on pourrait faire, pour commencer, de défendre les hommes politiques, les intellectuels, etc., qui sont pris chaque fois dans la tourmente des attaques contre des attaques au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Au nom d'eux, parce que le vrai antisémitisme, celui du passé, à mon avis, n'existe plus. Et si vous voulez discuter des préjugés, qui sont effectivement très nombreux, qui ne font que croître, parce que les gens en ont ras-le-bol de la politique israélienne, de l'usage de l'Holocauste pour justifier la politique israélienne et des attaques et de la censure dues aux organisations soi-disant de lutte contre le racisme, les gens en ont marre. Alors évidemment, ça fait monter l'antisémitisme dans le sens 2 et dans le sens 3, ça c'est vrai. Mais si vous voulez le combattre, la première chose à faire, c'est, y compris, même si vous voulez combattre ça réellement, alors la première chose à faire, c'est aussi de rétablir la liberté d'expression et de rétablir la liberté de débat, et de débattre de toutes ces questions, y compris de l'influence du lobby, y compris de la liberté, des limites réelles de la liberté d'expression, des 2 poids 2 mesures, etc. Alors, si vous faites ça et que notre politique étrangère devient plus indépendante par rapport à Israël et aux États-Unis, alors peut-être que les choses changeront, y compris dans la question de l'antisémitisme. Alors, je signale que je parlerai de ces questions, y compris de la loi sur les fake news, à Nantes, samedi prochain, samedi après-midi, dans un truc qu'ils appellent l'Agora Forum de Nantes. Bon, au revoir.